Ce podcast vous est présenté par FrenchWeb.co. FrenchWeb.co, c'est une agence de conseil en communication digitale qui booste votre croissance. Retrouvez toutes nos offres dont la création de sites, les audits SEO, l'optimisation de vos campagnes Google Ads sur le site www.frenchweb.co. Bonjour et bienvenue sur le nouvel épisode d'Entreprendre à l'étranger. Alors aujourd'hui, on va prendre la direction de Bali pour un numéro qui est enregistré depuis Bruxelles. Donc on va essayer de pas mal voyager pendant l'épisode et aller à la rencontre d'Ambroise. Ambroise, je vais faire comme d'habitude. Je vais te laisser te présenter et puis je te poserai toutes les questions qui me passent par la tête. À toi, Ambroise. Parfait. Bah, écoute, déjà, merci beaucoup pour l'invitation, Alim. Ça fait plaisir de pouvoir discuter, faire connaissance et puis aussi partager un petit peu mon aventure. De mon côté, donc, je m'appelle Ambroise Debré. Je viens d'avoir 30 ans, il y a 2 semaines. Je suis en ce moment à Bali parce qu'en fait, je suis nomade digital. Ça a toujours été mon objectif depuis que j'ai lu La Semaine des 4 heures en 2012. J'ai essayé tout ce que je pouvais pendant 5 ans pour y arriver. J'ai monté des sites de e-commerce, des startups, des blogs, etc. Et finalement, c'est le fait d'être freelance, donc offrir mes services en marketing à des entreprises qui m'a permis de devenir nomade. Et donc je suis freelance depuis 9 ans. Et ça fait 3 ans que mon activité principale, c'est d'accompagner justement des personnes à se lancer en freelance, trouver des clients, bien gagner leur vie et pourquoi pas aussi profiter de voyager en travaillant. Donc je passe à peu près 80, on va dire 90-95% de mon temps à accompagner ces freelances. J'en ai aidé plus de 200 aujourd'hui. Et j'ai quand même gardé quelques clients freelance à côté pour rester dans le coup et tester des nouvelles approches pour les enseigner ensuite à mes élèves. Voilà, Merci et du coup, bon anniversaire. merci. Je, donc la question, donc là, tu es à Bali. Moi, quand je t'ai contacté, tu étais pas à Bali. Entre le moment où je t'ai contacté et maintenant, tu es passé par Singapour. Ouais. Du coup, qu'est-ce qui fait que, les gens a avant de rentrer dans le détail de ton job, qu'est-ce qui fait que tu es dans cette région du monde? Ouais et bah, écoute, pas mal de choses, pas mal de choses. Déjà parce que moi j'estime que j'ai beaucoup travaillé pour pouvoir, justement avoir cette vie de voyage. Moi j'adore voyager, je suis né à l'étranger, je suis né en Allemagne parce que mes parents étaient expats, on habitait en Angleterre. Quand j'avais 18 ans, j'ai déménagé à Montréal pour mes études. J'ai toujours eu un petit peu, la bougeotte. J'ai fait des échanges, dans une famille en Chine quand j'avais 15 ans, en Angleterre, en Allemagne. Et pour moi, c'était important de trouver un mode de vie qui conciliait voyage et travail. Et écoute, pourquoi l'Asie? Parce que ça faisait depuis 2017 que je n'étais pas retourné. Avec le Covid, c'était un continent qui était pas mal fermé. Et là, ça a réouvert donc depuis environ le début de l'année, quoi. Donc j'ai décidé de partir plus tôt pour l'Asie. Et donc je suis arrivé en Thaïlande début janvier. J'ai bougé un petit peu en Thaïlande. Moi, en général, je reste environ 1 mois et demi, 2 mois par destination. Là, à Singapour, c'était exceptionnel. Tu m'as attrapé à un moment particulier, mais tu vois, j'ai passé 2 mois à Koh Phangan, qui est une île dans le sud de la Thaïlande. Ensuite, il y a mes parents qui m'ont rejoint, donc j'ai fait un petit road trip en Thaïlande pour leur montrer. Et puis, j'ai passé 1 mois et demi aussi à Chiang Mai, donc dans le nord de la Thaïlande. Et là, je voulais absolument passer par Singapour pour visiter, en route vers Bali, où je reste à peu près 2 mois aussi. Et voilà, en tant que Merci. nomade, l'Asie, c'est assez incroyable. Déjà, il y a plein de choses. Il y a le côté culture, dépaysement, le côté culinaire, le fait que le coût de la vie est souvent pas très élevé, donc ça te permet d'avoir un niveau de vie assez incroyable. Et puis aussi, les activités que tu peux faire. Par exemple, j'ai fait du kitesurf à Koh Phangan, j'ai fait de la plongée à côté aussi. J'ai fait des randonnées dans le nord de la Thaïlande. Ici, à Bali, je vais faire du surf sûrement ce week-end. Donc, c'est vraiment aussi les activités et la qualité de vie que ça te permet d'avoir. Et aussi, tous les gens que tu rencontres sur la route, les nomades, qui ont des activités qu'ils emmènent avec eux dans leur sac à dos. Comment dire? Sincèrement, comment dire? Merci pour toutes ces infos parce que ouais, c'est vrai, du coup, ça te fait des journées qui sont assez chargées et on va venir au cœur du au cœur du podcast, c'est, comment tu décrirais ton job et quel est ton job aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui, je me décris comme freelance expert, formateur pour indépendants. Donc, comme je le disais avant, j'aide des freelances qui veulent se lancer, les personnes qui veulent vraiment démarrer leur activité, qu'ils soient employés, même parfois étudiants ou parfois retraités, à
trouver quelles compétences ils vont pouvoir vendre en freelance, trouver des clients et ensuite, créer vraiment une activité qui soit, au service de leur vie et une vraie carrière en tant qu'indépendant. Parce que l'idée, c'est pas juste d'être freelance pendant 2 3 mois pour voyager et payer ses voyages. C'est vraiment quelque chose à long terme. Tu vois, moi, ça fait depuis 2017 que, j'ai quitté la voie classique. J'avais fait des bonnes études, j'étais major de promo, j'avais trouvé un petit peu le job de rêve que j'aurais pu avoir à 23 ans et j'ai fait le choix de partir là et ça fait 5 ans, tu vois? Et je me vois pas du tout retourner dans une vie, salarié classique où on me dit un petit peu quoi faire et sous quelles conditions le faire. C'est justement ce qui m'a fait devenir indépendant, c'est que j'en avais un petit peu marre de devoir être physiquement à un endroit et puis de devoir en fait, comment dire, dépendre d'autres personnes pour lancer mes projets et évoluer quoi. Je voulais vraiment prendre mon indépendance, c'est ce que j'ai pu faire grâce au freelancing. Aujourd'hui, tes clients se situent où? Ce sont comment dire? Des Français ou des occidentaux qui vont vers l'Asie ou tu une clientèle qui est déjà présente en Asie? Alors l'Asie, non, c'est plus moi, en fait, je décide où est-ce que je veux aller dépendant de mes envies du moment, tu vois? L'année dernière, j'ai passé une bonne partie de l'hiver, en fait, de janvier à juin, j'étais au Mexique. Depuis ce temps-là, j'ai bougé aussi en Espagne, au Portugal, j'ai pas mal bougé. Non, mes clients, moi, je forme les personnes en freelance en français. Donc, j'ai commencé l'activité, j'étais encore basé à Montréal, donc j'ai, à peu près 20 de personnes qui sont situées au Québec. Une majorité, peut-être 70 qui sont en France et puis aussi, des Belges, des Suisses et puis aussi pas mal de personnes qui, grâce à, mon coaching, ma formation, deviennent nomades, tu vois? Et par exemple, rien qu'à Bali, on va se faire une rencontre bientôt. Il y a, 5 personnes qui sont de ma formation Freemote qui sont là et donc je fais des meet-up aussi au fur et à mesure de voyage. En Thaïlande, il y en avait pas mal aussi dans les endroits où j'étais. Donc donc c'est ça. Donc principalement, on va une clientèle francophone, et moi je bouge et puis ils me rejoignent en voyage s'ils en sont là et s'ils ont envie. On va revenir à ce que tu faisais avant donc après tes études et comment dire? Voire même au moment de tes études. Quel a été ton parcours jusqu'au moment où tu décides, de partir? Ouais, alors mon parcours, bon, moi j'ai fait mes études, bon, je sais pas jusqu'où tu veux remonter, mais moi je suis arrivé en France, quand j'avais 4 ans, 4 ans et demi. J'ai fait un parcours Ouais. classique en France, donc école primaire, collège, lycée et c'est là que ça a commencé un peu à changer par rapport au parcours classique. C'est que, bon, tu sais, moi j'avais des notes, j'avais des bonnes notes, des notes correctes, donc je pouvais choisir un petit peu, ce que je voulais. J'avais fait un bac S pour justement avoir le choix et en fait, je voulais quelque chose d'assez généraliste, mais ce que je voyais en tout cas, c'est que le comment dire? Système d'éducation en France, en fait, me convenait pas, était beaucoup trop rigide. Il y avait trop d'heures de cours, pas assez de cas pratiques. C'était souvent théorie ou des exemples un peu pipeaux et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à chercher des solutions pour pouvoir faire des études à l'étranger ou en tout cas dans un système un petit peu différent et c'est donc là que, je regardais ça avec avec mon père. J'ai fait des salons de l'étudiant et cetera avec lui pour voir, concrètement ce que je pouvais faire parce que j'avais fait des concours d'école de commerce en France, et j'avais été aux réunions d'information et puis je donnerai pas le nom, mais tu vois, une école de commerce avec laquelle j'avais été admise, on est allé à la réunion d'information et le directeur de l'école, tu vois, qui dit dans la réunion, on n'est pas la meilleure école, mais on y travaille et vous allez avoir des bons boulots, etc. Mon père, il m'a dit, c'est mort, tu vas jamais aller étudier dans une école de commerce où le directeur sait pas se vendre. Donc, tu vois, c'était un peu soit ça, le parcours alternatif où tu faisais des concours à une école de commerce, ou alors j'allais faire une prépa ou un IUT, tu vois, où c'était quand même très rigide. Et Ça me fait penser ça me fait ouais, penser à c'est Coluche qui disait, il disait: «On avait un à l'université, on avait un prof, il nous vendait du savoir, il avait même pas un échantillon». ouais, c'est ça, exact. Et donc, tu vois, c'était mal parti de ce côté-là. Et puis après, sinon, c'était vraiment très rigide, prépa, IET. Donc, j'ai commencé à chercher d'autres options. Et c'est là qu'en fait, on est tombé à un salon de l'étudiant sur HEC Montréal qui avait envoyé des étudiants du Québec pour présenter l'école, mais tu sais, vraiment en mode relax, quoi. Donc, on a discuté avec eux, ça m'a bien plu. Donc là, j'ai fait mon dossier pour postuler, j'ai été accepté. Et donc, en fait, en août 2010, à 18 ans, je partais tout seul faire mes études pour au moins 4 ans à Montréal. Donc là, études HEC Montréal, études de commerce assez généralistes, mais quand même avec quand même assez québécois, tu vois. Tu arrives directement, tu as des cours, d'économie, mais c'est que des exemples québécois. Tu connais pas les entreprises du papier, de la foresterie, et cetera. Donc, il fallait apprendre un peu tous les termes.
les 3 premières semaines, je comprenais pas ce que disaient mes profs québécois, avec l'accent. Donc j'ai dû me former un petit peu là-dessus aussi et puis, bah, ensuite, tu sais, beaucoup de choses, j'ai fait des cours de comptabilité québécoise, les taxes québécoises, des choses comme ça. Donc voilà et puis, en fait, petit à petit, bah, comme je te disais, j'ai un prof d'entrepreneuriat, donc j'étais déjà un petit peu dans ce monde-là, qui apporte un jour en classe le livre «La semaine des 4 heures» de Tim Ferriss. Je sais pas si tu connais Alim? Ça te dit quelque Ouais. chose? Non, non, je Ouais. le connais, je l'ai lu. OK, parfait. Donc il apporte ça en classe. Moi, à cette époque-là, j'ai quoi? J'ai 20 ans, je pense et là, je le demande à Noël à mes parents. Il me l'offre à Noël. Je le dévore en 1 ou 2 jours, tu vois? Pendant que tout le monde est en repas de Noël et cetera. Moi, je lisais ça et là, grosse claque, c'est clair, je veux devenir nomade, tu vois? C'est vraiment ça que je veux faire et ça tombe bien, je pars à ce moment-là en échange, enfin, j'avais un stage, en fait, à faire et après je devais partir en échange en Argentine et donc ce stage-là, je m'arrange pour que ce soit en fait une mission freelance pour déjà tester ça. Donc ça se passe en Allemagne, c'est la traduction d'un site e-commerce de l'allemand au français et à l'anglais. Donc déjà, tu vois, première mission freelance comme ça. Et puis ensuite, bah, je pars en échange en Argentine, ce qui arrange pas les choses parce que je suis à l'étranger et je vois un peu comment on peut faire pour travailler à distance, etc. Je lance des petits projets et puis tous mes choix, en fait, j'ai commencé à les baser sur mon envie de devenir nomade. Donc par exemple, mes spécialisation en école de commerce, bah, j'ai choisi TI, donc IT, informatique et marketing. Ensuite, j'ai fait un master en e-commerce, donc que des choses qui pouvaient se faire à distance, qui étaient tech, marketing, où il y avait la partie technologique et vente qui, moi, me plaisait, et puis de laquelle j'aurais besoin pour lancer mes projets. Et puis à partir de ce moment-là, en fait, je continue le parcours classique, mais en lançant plein de projets à droite, à gauche pour bah, trouver comment je pourrais gagner ma vie en ligne. Donc je commence à prendre des missions freelance, j'évolue dans ce domaine-là, j'augmente mes tarifs, etc. Je teste de lancer des sites de e-commerce qui marchent pas trop. Je teste de lancer aussi des projets de start-up, des blogs, des choses, des trucs d'affiliation, etc. Je teste vraiment plein de choses qui pourraient me permettre de vivre à l'étranger. Et, euh, et donc je continue ça, tu vois, je te dis, je faisais ça le soir, les week-ends, à côté de mes études, de mon boulot, de plein de choses que je lançais à côté. Et au bout d'un moment, je me trouve employé, donc salarié à quoi? À 23 ans, bien payé, tu vois. J'étais mieux payé que tous mes amis. J'avais le job, tu vois, j'étais product owner et growth marketer pour des apps mobiles chez les pages jaunes au Canada. Et là, en fait, plus ça va, plus je me dis, mais si je me lance pas dans mon projet nomade et vraiment d'être indépendant maintenant, je le ferai jamais. J'avais déjà compris à ce moment-là que le freelancing, c'était le meilleur moyen pour moi, en tout cas, de gagner ma vie en ligne, que j'avais des compétences que je pouvais vendre, qu'il y avait des boîtes qui étaient prêtes à me payer des sommes assez intéressantes. Tu sais, à l'époque, j'avais mon tarif de freelance qui était passé à peut-être en euros, peut-être à peu près 40 euros de l'heure. Et là, à un moment, en fait, il y a un événement qui s'est passé dans mon boulot qui fait que je me suis dit, OK, c'est maintenant qu'il faut que je parte. Et puis à partir de ça, tu vois, tout s'est enclenché. J'ai fait un petit peu un rétro-planning de quand je devrais partir, ce que je fallait que je fasse, tu vois, que je sous-loue mon appartement, que je m'achète un nouveau téléphone, un appareil photo, que je gère mes assurances et tout ça. Et donc, bah, c'est vraiment là que j'ai mis en place tout ça pour pouvoir partir et donc basé sur mon activité de freelance comme source de revenus. D'accord, je comprends mieux. Il y a eu un petit lag, on coupera ça et du coup, on va arriver à une prochaine question, c'est, une fois que tout ça est mis en place, quelle est ta première destination? Ouais, eh beh, écoute, c'est marrant justement parce que mon premier voyage vraiment nomade, donc j'étais déjà parti, à droite à gauche, j'avais bossé un peu depuis le Mexique et cetera, mais 1re destination nomade, c'est justement, Bangkok, la Thaïlande. Donc cette année, c'était un peu mon anniversaire nomade aussi là, que j'ai fêté en mars, le 24 mars, Bon, donc bah, joyeux anniversaire. Sacrée année, hein. c'est ça, c'est C'est l'année, l'année des caps. c'est ça et donc 5 ans et en fait, voilà, moi, le but à la base, c'était de devenir nomade, mais c'était aussi de tester le nomadisme, voir si ça me plaisait vraiment et tout ce qui allait avec. Et donc moi, ben, je prends un billet. En fait, bon, je te parlais de mon planning, tu vois, pour organiser un peu tout ce que j'avais à faire. Première chose que j'ai fait quand j'ai décidé ça, c'était prendre un billet aller simple pour. Donc moi, c'était Bangkok, le point de départ, parce que une fois que tu as ça, en fait, tout le reste, c'est de la logistique. Il faut juste, voilà, démissionner. Il faut prendre ton assurance, décider qu'est-ce que tu vas emmener, etc. Mais tout était plus clair. Et donc, Thaïlande, et puis en fait, ce qui s'en est suivi, c'est que j'ai fini par faire un voyage de 4 mois autour de l'Asie,
Heu, un peu comme tous les nouveaux nomades, tu vois? Tu ça moi, ça faisait, à l'époque, ça faisait 5 ans que je travaillais sur ce projet-là à peu près, que je voulais vraiment me lancer, partir en nomade et ça y est, tu y es, tu arrives à Bangkok, tu te prends une grosse claque de dépaysement, de tout ce que tu veux, de choc de température. Moi, je suis parti de Montréal, il faisait -20, j'arrive à Bangkok, il fait 36, 12 heures de décalage horaire, 24 heures de voyage, donc un gros changement et Et un gap de 56 degrés. c'est ça, donc ça fait tout bizarre et en fait, comme tout nouveau nomade, moi je tu sais, tu as la bougeotte quoi. Tu veux à la fois travailler, visiter tout ce que tu peux, et te déplacer et cetera. Donc moi, en fait, pendant 3 4 mois, en fait, j'ai beaucoup bougé, trop bougé avec le recul et j'ai travaillé donc depuis la Thaïlande, un petit peu partout. Je suis resté 1 mois et demi. Après, j'ai enchaîné plus vite parce que j'ai une amie qui est venue me rejoindre, mais plus en mode touriste. Donc moi, je travaillais et puis elle était là aussi. Donc j'ai été au Myanmar, Laos, Cambodge, Vietnam et puis j'avais fini aussi par Bali, où je suis en ce moment, tu vois? Donc c'est aussi un 2e édition pour Bali et donc c'était vraiment, voilà, autour de l'Asie et que j'étais parti et ça, c'est souvent un truc, tu vois? Les gens qui devenaient nomades, c'est un peu ce que j'appelle le nomade chien fou qui veut tout visiter, tout faire, mais en fait, tu te rends vite compte que c'est pas faisable et qu'il faut, lever un peu le pied, te poser un moment par endroit et adopter plus de slow travel parce que, déjà, tu peux vraiment être productif, te poser quelque part, et découvrir l'endroit en profondeur et puis aussi, pour des raisons, je te dirais peut-être, ouais, des raisons, financières parce que en tant que nouveau nomade, tu vois, faut que tu payes, faut que peut-être que tu payes encore ton ancien appart, faut que tu, prennes tes logements, je sais pas, bon, en Asie, c'est un scooter, différentes choses, une salle de sport et en fait, quand tu prends au mois, souvent ça va te coûter aussi cher que, 2 semaines en tant que touriste, tu vois? Donc, tu fais vite le calcul. Ça, plus sa productivité, plus le fait de pouvoir rencontrer des gens et créer des relations avec eux, ça fait qu'au final, c'est plus intéressant en tant que nomade de vraiment rester une période de temps, je dirais de au moins 1 et demi par endroit, pour pouvoir profiter de tout ça et puis vraiment te dire: «OK, je connais l'endroit, je l'ai expérimenté à fond», et moi j'estime qu'en 1 mois en tant que nomade sur place quelque part, tu vas visiter des trucs, le week-end que tu as envie de voir, le midi, tu vas peut-être aller faire une petite balade et cetera. Pour moi, en 1 mois en tant que nomade, tu visité l'équivalent de ce que tu aurais visité en 1 mois en 1 semaine, pardon, en 1 semaine en touriste, qui veut tout visiter, tout faire rapidement, quoi. Je comprends mieux. Après, c'est vrai que c'est un truc qui revient régulièrement, tu parlais de rétro-planning, ce qui est très juste. C'est que tu as énormément de personnes qui partent sans programmer quoi que ce soit et ils partent, en fait, c'est sur un coup de tête parce qu'ils ont visité un pays, ils l'ont trouvé, génial, Mmh. pendant la période estivale et du coup, ils pensent que le pays tourne comme Ouais. ça toute l'année. Ouais, ouais, c'est sûr que c'est vachement différent en tant que touriste et nomade et encore plus, expat aussi, tu vois? Après, c'est vrai que, ouais, comment dire? Tout comment dire? Freelance, expat, tu dois tu tu dois tout apprendre. Tu dois tout apprendre, tu dois tout et surtout, voire même réapprendre réapprendre des process. Réapprendre des process et surtout, il y a un gap où les gens, là aussi, oublient, c'est l'aspect culturel. Mmh. Je ne sais pas si tu as été confronté à ça. Est-ce que tu as déjà été confronté au fait, tu sais, qu'il y a une telle incompréhension culturelle que ça t'a, comment dire? Pas mis mal à l'aise ou ça t'a permis d'apprendre plus sur toi déjà, dans certains pays? Ouais, écoute, je te dirais que ça peut se passer à plusieurs niveaux. Ça peut se passer déjà avec la quand tu rencontres la population, locale qui vit complètement différent de toi, un peu un choc culturel et cetera. Donc ça, je te dirais que tu le vis un peu comme nomade, ou comme touriste, c'est un petit peu pareil. Moi, ce que je vois aussi en tant que nomade, c'est, par exemple, tu vois, quand j'ai travaillé depuis le Myanmar, Heu, c'est pas très facile de travailler. Internet est pas rapide, à trouver une carte SIM, c'est compliqué, voire impossible. Hem Et toi, tu es en train de travailler sur ton Mac, dans ta chambre d'hôtel, à l'intérieur avec la clim, pendant que tu as des gens qui travaillent à 100 mètres de toi dans les champs, tu vois, en plein soleil. Donc tu te dis: «OK, mais qu'est-ce qui se passe et pourquoi?» Enfin, on est tous humains, mais on a une vie complètement différente et des fois, tu as un peu des corrélations par rapport
aux personnes locales qui ont un style de vie hyper différent. Et je trouve que c'est assez sain en fait, parce que ça permet de remettre en question si tu es, je sais pas, à New York ou à Tokyo où tout le monde vit à 200 à l'heure et bosse comme des malades, bah, tu as plus tendance à être aussi dans ce mode-là. Alors que si toi, tu travailles, tu as tes projets, ton entreprise comme moi, et que tu es ici à Bali où tout est un peu plus relax, un peu plus tranquille, un peu plus chill, bah, ça te force à te remettre un petit peu en question et te demander est-ce que tu as besoin d'aller si vite que ça? Est-ce que tu peux pas plus profiter et arriver à trouver un équilibre et concilier un petit peu les deux? Tu vois ce que je veux dire? Dire honnêtement, ça je le comprends parfaitement et c'est généralement là où tu vois la différence entre ceux qui s'expatrient et pour lesquels ça se passe bien. Parce qu'il y a aussi, tout ce questionnement qui est soit fait en amont, soit qui est fait très rapidement, qui se fait très rapidement lorsque tu arrives et tu pas après je pense que tu as dû en croiser aussi, tu sais, des expats qui étaient là pour lancer des projets, et qu'ils étaient là depuis 2 ans, 3 ans, focus sur le projet, mais nullement focus sur tout ce qui se passait autour. Mmh. Et c'est un guet-apens. Parfois, c'est un guet-apens. C'est une fois que ton projet, il est au top, il est carré, il est bien ficelé, lorsque tu le confrontes c'est même pas au marché, lorsque tu le confrontes culturellement aux gens qui t'entourent, tu te rends compte que tu as gardé tu sais, tu gardé ton mindset d'origine. Ouais, ouais, c'est sûr. Si tu vas Heu, entreprendre un projet, sur place, c'est clair. Et tu vois, moi, je vois beaucoup, ça arrive chez les nomades, ça arrive chez les expats. Des personnes, tu vois, typiquement des Français qui vont rester que entre Français, expats français, nomades français, et cetera. Et moi, j'adore, tu vois, traîner avec des Français, et je te dirais que je passe une bonne partie, si ce n'est la majorité de mon temps avec des nomades ou des expats français, dépendamment d'où je suis. Mais je mets un point d'honneur à aussi rencontrer des locaux et créer des relations avec des locaux qui ont une vision différente, et aussi avec des nomades ou des expats étrangers. Tu vois, et pas juste des Français qui sont partout, parce que les Français, ils ont tendance à se remettre toujours un peu groupés partout où ils sont, tu vois. Et ça, ah c'est c'est là que tu c'est apprends, c'est des beaucoup. non mais tu auras toujours un cluster de Français au sein d'un groupe d'expats. Ouais, et puis il y en a partout. Puis tu vois, d'un coup, ça commence à parler en français, puis après, c'est fini parce qu'il y a plein de Français qui parlent pas très bien forcément anglais, même des expats, tu vois. Et donc, c'est ça, tu vois, par exemple, à Singapour, bah, moi, j'ai été là-bas 8 jours. J'ai rencontré quelques locaux que je connaissais, que j'ai revus là-bas. Mais j'ai 2 amis qui sont expatriés là-bas, que je connais de Montréal. Et eux, tu vois, bah oui, ils avaient des amis français, etc. Mais ils étaient aussi hyper intégrés. Tu vois, j'ai passé 2 soirées à parler 100% espagnol parce qu'eux, ils avaient des potes espagnols, colombiens, etc. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi de parler plusieurs langues pour s'immerser dans la culture ou d'autres cultures, tu vois, même peu importe, je sais pas je sais pas si t'es, voilà, tu vois, expatrié à Singapour, mais que tu parles espagnol, bah, toute la communauté latina qui va être là-bas ou de passage, tu peux aussi créer des liens avec eux et pourquoi pas faire des projets ou développer des choses. Et ça va sûrement, comme tu dis, c'est un développer des projets, 2 créer des synergies et 3 ça peut te donner surtout une vision sur un pays ou une destination que tu connaissais pas et après, étant digital nomade, ouais, tu prends comment dire? Tu prends ton sac à dos, ta valise et pourquoi pas direction l'Amérique du Sud. Alors Ouais. que ça t'aurait peut-être pas traversé l'esprit parce que tu ne Mhm. connaissais pas la culture. Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. Non, hyper riche. Et tu vois, même dans les projets, tu vois, tu pourrais te dire: «OK, moi, je fais des formations, genre, je coach des Français et tout ça», mais vu que c'est des personnes qui ont ce côté voyage, il y a la vérité, que c'est qu'il y a un petit peu de tout. Il y a des personnes qui sont pas qui parlent français, mais qui sont pas français ou de pays francophones à la base. Moi, j'ai aussi comme projet, pourquoi pas, de faire ce que je fais, mais aussi dans d'autres langues dans le futur, tu vois? Donc il y a plein de choses qui se débloquent aussi par rapport à ça. Non, tant mieux. Heu, l'une des questions que je pose réellement, c'est, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, malgré ton parcours, malgré ton envie de voyager, et après le fait des fois de naître à l'étranger quand tu es, donc comme c'est ton cas, tu es né en Allemagne, mais de parents français, donc généralement c'est un peu marqué dans ton ADN le fait de bouger. C'est, Mmh. je sais pas s'il y a une étude où il y a des corrélations qui ont déjà été faites là-dessus, mais, Mmh. généralement tu es fait pour bouger. Qu'est-ce qui a fait il y a eu la lecture du bouquin de Tim Ferriss, mais ça, c'est arrivé à Montréal, mais même Ouais. qu'est-ce qui a fait que très tôt tu t'es dit que, bah, certes, le système scolaire, c'était compliqué pour toi parce que tu le comprenais pas, ça correspondait pas à tes valeurs aussi, mais même avant ce moment-là, qu'est-ce qui te dit à quel moment tu te dis, qu'est-ce qui fait que le fait de partir, mais vraiment quasiment de tout plaquer et partir, te,
comment dire, commence à émerger dans ton esprit? Bah, je te dirais que quand j'étais au lycée, que je me posais ces questions-là et cetera, j'avais pas forcément l'idée de tout plaquer, partir à l'autre bout du monde et cetera. C'était plus trouver quelque chose qui me convenait et où j'allais pouvoir évoluer. Tu vois? Je savais pas du tout où ça m'emmènerait, tu à cet âge-là, tu sais pas. Moi, j'hésitais entre faire ingénieur, médecine ou commerce, donc tu vois, je partais de loin. J'ai fait des tests d'orientation, des trucs, d'introspection. C'était assez intéressant, tu vois, de découvrir ça. Non, moi, c'était plus que j'étais ouvert. Puis moi, en fait, je voyais ça plus comme un, tu sais, dans ma décision, je voyais ça un peu comme un choix, enfin un critère, bonus, en fait, le fait que ce soit à l'étranger. Je me dis: «Bah, même si je reviens après en Europe, en France, bosser, bah, j'aurais vécu 4 ans au Canada, j'aurais, connu l'hiver, je connaîtrais plus, les Québécois et comment ça se passe, l'Amérique du Nord». Tu vois? J'avais toujours aussi un peu ce rêve d'habiter en, à la base, c'était aux États-Unis, mais finalement, en fait, Amérique du Nord, ça me l'a donné. Tu sais, j'avais toujours ce truc-là parce que moi, en fait, moi, j'ai habité en Angleterre juste après l'Allemagne. Allemagne, je suis pas resté très longtemps. Mes parents, ils ont vite déménagé en Angleterre. C'était prévu. Et en fait, moi, mes premiers mots que j'ai prononcés, c'était en anglais. Donc l'anglais, j'ai toujours compris en fait, l'anglais et mes parents ont fait ce qu'ils pouvaient pour qu'on continue à le parler. On allait à des événements pour enfants, la bibliothèque américaine, tu vois? Quand j'habitais à Angers, tous les Disney que j'ai eus, c'était en anglais. Donc j'ai toujours eu ce côté anglais, anglais, anglais. Puis même après, tu sais, j'ai une période où je jouais beaucoup aux jeux vidéo, bah, je parlais en anglais avec d'autres gamers, tu vois? Donc j'ai toujours eu ça qui était là. Très vite, j'ai commencé à regarder des séries, en VO, tu vois? Ce que j'ai regardé à l'époque, c'était beaucoup en Angleterre et aux US, ces séries à l'époque, intéressantes. Donc j'ai Mmh. toujours gardé ça et ça m'a toujours donné envie en fait d'aller là-bas. Puis je l'ai fait, tu vois, quand j'avais donc 15 ans, j'ai eu l'opportunité de faire un échange en Chine. Bon, c'était pas forcément l'endroit, mais c'était que je voulais, mais c'était hyper intéressant. J'avais aussi fait à cette époque-là un échange de 1 mois dans une famille aux États-Unis à Madison, dans le Wisconsin, tu vois. J'avais fait ça. Donc j'avais déjà cette envie, tu vois, de découvrir ça et de voyager le plus que je pouvais parce que je sentais que ça pouvait m'apporter aussi dans ma vie de tous les jours, et dans mes projets. Donc c'était vraiment, je pense, cette impulsion-là et puis de me dire en fait, tu sais, où est-ce que je peux trouver où est-ce qu'en fait je vais pouvoir trouver le meilleur pour moi, quoi. Et c'est un petit peu aussi ce que tu continues à faire quand tu es nomade, quand tu es expat. En tout cas, quand tu as le contrôle sur ton activité. Moi, je me dis: «OK, là, en France, bah, tu sais, bon, en France, je rayonne en France pour voir ma famille et cetera, mais je suis pas basé là-bas». Mais, en général, je rentre à Noël, tu vois? Et à Noël, on va dire Noël, 2020, j'étais là, OK, où est-ce que je vais être traité le mieux, tu vois? Vu la situation du Covid, où est-ce que je vais pouvoir avoir la meilleure vie possible? Et bah, là, moi, la réponse, ça a été le Mexique, tu vois? À ce moment-là. Et j'y suis resté pendant un moment parce que j'ai pu bouger et j'avais une vie, royale là-bas, tu vois? Il y a le Covid, ça n'existait pas. Cette année, c'était un peu le même combat à Noël, tu vois? J'étais repassé en France, paf, il y a Omicron, il y a, 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, 500 000 cas par jour. Je suis là: «Merde, il faut que je parte, il faut que je trouve un endroit pour aller». Et donc le choix, bah, j'en avais parlé avec des amis et cetera, c'était la Thaïlande, et c'est vraiment, tu vois, aller là où tu vas pouvoir, bah, faire ce que tu as envie de faire, avoir la meilleure vie possible, que ce soit pour les activités que tu as envie de faire. Tu vois, moi j'adore plonger, j'adore les sports aquatiques et cetera. Bah, l'Asie du Sud-Est, c'est génial pour ça. C'est aussi sur les activités, selon aussi, bah, tes amis nomades, où est-ce qu'ils sont et essayer de se coordonner. Moi, j'ai aussi cet objectif de visiter tous les pays du monde. Alors pas forcément dans un laps de temps court, mais plus sur l'échelle de ma vie. Donc, bah, de continuer à explorer des nouvelles choses et c'est vraiment aller, voilà, là où on te traite le mieux et ça peut être aussi par rapport au coût de la vie, tu vois? Par exemple, je te disais quand on s'est appelé la première fois, j'étais à Chiang Mai, mon appart, j'avais un condo, je pense de 65 mètres carrés, 70 mètres carrés avec, tu sais, bah, voilà, c'était un immeuble assez sympa. J'avais mon petit coin salon, cuisine, une grande table pour bosser, une salle de bain, une chambre, une terrasse, il y a une salle de sport, piscine et je payais 410 € par mois, tu vois, le loyer, pour une vie hyper confort, tu vois? Donc tu te fais livrer de la bouffe tout le temps, enfin, tu vois, c'est un confort de vie qui est assez incroyable et oui, tu pourrais avoir ce style de vie-là à Paris ou autre, tu vois? Mais tu n'aurais pas les activités qui vont avec, tu n'aurais pas le dépaysement dès que tu vas prendre une pause et marcher dehors. Et ça te coûterait surtout une fortune, tu vois, de vivre comme ça. Moi, ça me permet aussi d'avoir une super vie, d'économiser et en même temps de découvrir de nouvelles choses, de rencontrer de nouvelles personnes. Et le côté réseautage aussi en voyage, que ce soit expat ou nomade, est juste incroyable. Tu rencontres des gens qui ont les mêmes valeurs que toi, les mêmes envies, les mêmes ambitions. Et forcément, ça fait des projets ensemble.
on comment dire? On arrive sur les 2 dernières questions du podcast. La comment dire? L'une des 2 c'est, comptes-tu revenir en France? Hein, hein. Est-ce que, comment dire? Est-ce que tu envisages de rentrer en France à un moment donné définitivement? Hem, question compliquée. Moi, donc je te disais, j'ai 30 ans. Moi, aujourd'hui, j'ai habité plus de la moitié de ma vie, en dehors de France. Ça a commencé en dehors et puis depuis des 18 ans, je suis parti. Donc, moi, je te dirais que pour l'instant, j'ai pas de plan de rentrer en France et je sais même pas si je me sentirais vraiment à ma place, tu vois, en France parce que j'aurais vécu toutes ces choses-là et tu as je sais plus comment tu appelles ça là, mais le syndrome de retour d'expatriation et mes parents, bah, ils l'ont eu quand ils sont rentrés d'Angleterre à la base et là, entre 2016 et 2020, ils étaient expatriés à Prague et ils sont rentrés et ça n'a pas été évident non plus, tu vois? Donc tu as ce truc-là et en fait, moi, je me dis, je pense que j'aurais toujours tu sais, j'adore retourner en France et j'y vais, environ 2 fois par an, tu vois? Mais, être basé là-bas, je suis pas sûr, en fait, que ça matcherait forcément avec les gens, que je rencontrerais et avec qui je pourrais interagir dans mon quotidien. Ils auraient pas les mêmes, à part peut-être dans certains cercles d'entrepreneurs, tu vois, qui sont nomades, mais qui sont basés en France ou autre. Je pense que ça matcherait pas, particulièrement. Donc moi, non, moi, je me vois plutôt continuer cette vie nomade. Comme je te disais, j'ai envie de visiter tous les pays du monde, donc continuer à faire ça. Puis c'est aussi mon activité, pro. Continuer à faire ça, documenter le processus. Je fais des guides nomades de chaque endroit, chaque ville où je vais. Je partage mes meilleures astuces, mes conseils, et cetera. Continuer ça et je vois beaucoup de personnes. Bon, moi, j'ai un peu fait le chemin inverse, tu vois, des personnes qui sont dans le voyage, mais pourquoi pas à un moment me poser peut-être quelque part en tant qu'expat, tu vois. Si un jour j'ai des enfants ou autre, bah, tu peux peut-être pas bouger autant s'ils sont à l'école. Donc passer peut-être un an ou deux par endroit, mais toujours pour moi, toujours à l'étranger parce qu'en fait, je pense que tu deviens un petit peu aussi addict à cette stimulation continue de l'environnement externe que tu connais pas à 100%, où il peut toujours se passer des choses et tu as toujours l'excitation aussi de te dire: «Bah, je vais pouvoir aller à un autre endroit par la suite et découvrir d'autres choses». Donc je pense que c'est ça, mais je te disais, tu vois, moi, j'ai pas le parcours classique parce que je te dirais que la plupart des gens qui ont un peu le voyage dans le sang, la plupart, ils vont avoir une vie normale à la base, ils vont être basés quelque part, ils vont y avoir des parents, une maison et cetera. Ils vont peut-être partir en vacances quelquefois dans des pays un peu éloignés, puis ça la le travel bug va les piquer, ils vont avoir envie de voyager en plus. Après, je sais pas, en tant qu'étudiant, ils vont peut-être faire des voyages en backpack, ils vont peut-être partir en échange, tout ça et puis si vraiment ils ont envie et ils aiment ça, bah, ils vont devenir peut-être nomades, peut-être expats, tu vois? Ou alors nomade puis expat. Moi, j'ai un peu fait ça dans le chemin inverse, tu regardes. Mais tu peux très bien passer de l'un à l'autre aussi. Par contre, moi, le côté, voilà, être à l'étranger, vivre à l'étranger, pour moi, ça fait partie de mon équilibre, en fait. Et si tu m'enlèves ça, tu sais, j'aurais plus les mêmes, ambitions, les mêmes projets, je pense, que j'ai aujourd'hui. Écoute, au moins c'est clair et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est juste que, comment dire? Que tu dis et qui est juste, c'est le fait de une fois que tu as goûté au voyage et au fait surtout après nous on est une génération où aujourd'hui notre activité, en fait on bosse d'où on veut à peu près. C'est ce que tu as dit, c'est à partir du moment où tu as une connexion internet qui fonctionne, Mmh. tu peux bosser d'à peu près où tu veux. Donc le fait de revenir s'ancrer quelque part, même si que ce comment dire? Que ce soit ton pays de cœur, d'origine ou autre, ça devient hyper compliqué et ça je le comprends parce qu'après il y a pas mal d'invités que j'ai eu sur le podcast Mmh. où, je me rends compte que c'est un peu une question piège avec le temps. Parce Ouais. que tu te poses pas la question. Bah, c'est ça. Tu sais, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, tu vois? Finalement, on va toujours un petit peu vers là où on va être le mieux, à part si on est un peu sado, tu vois? Mais bon, si à un moment tu te sens attiré vers la France parce que tu peux avoir une meilleure vie, que tu as besoin d'être plus proche de ta famille et cetera, bah, parfait. Moi aujourd'hui, bah, j'ai jamais vu autant ma famille, mes parents et passer de temps avec eux que maintenant. Tu vois? J'y vais en France souvent, on passe du bon temps. Quand je vais en France, je suis chez eux, tu vois? Ils m'ont même rejoint en Thaïlande là. Dans 3 semaines, il y a ma sœur qui est aussi freelance nomade qui me rejoint à Bali. Donc tu vois, il y a ce côté-là aussi et pour l'instant, ouais, c'est comme ça que je vois les choses, ouais. Après chacun son parcours, hein, chacun ses envies, ses besoins, ses projets et tu vois, ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui on peut travailler pour la plupart des personnes qui ont un emploi ou une activité qui traite d'informations ou de compétences, on peut le faire à distance, via un ordinateur, via un téléphone, peu importe. Après, il y a quand même pour moi différents niveaux d'activité que tu peux emmener sur la route et différents niveaux de liberté. Pour moi, tu as le niveau 1, on va dire, c'est d'être employé remote, ce qui
devrait être la norme après le Covid, mais qui est encore pas 100 évident pour tout le monde. Beaucoup de boîtes mettent des blocs là-dessus parce qu'elles ont peur de pas savoir gérer le remote, de pas savoir ce que font leurs employés, s'ils sont à la plage ou s'ils bossent, et cetera. Donc niveau 1, tu vois employé remote. Niveau 2, pour moi, c'est être indépendant, être freelance, donc avoir en fait, vendre ses compétences sous forme de service à des entreprises qui en ont besoin. Donc, ce que moi j'enseigne et pour moi qui est le meilleur tremplin vers la liberté, parce qu'en tant qu'employé, on n'est quand même pas forcément libre. Il y a des fuseaux horaires à respecter, des réunions, et cetera. En tant qu'indépendant, tu choisis tes clients, tes tarifs, et cetera. Oui, tu es responsable de ton activité, de tes revenus, mais tu as le choix et c'est pour moi là où tu commences à vraiment goûter à la liberté. Et ensuite, et ensuite, le troisième niveau pour moi, c'est être entrepreneur, entrepreneur web. Donc là, on peut pareil gérer ça d'où on veut. Ça peut être en général dans le e-commerce, monter une startup, donc dans la technologie, ou alors dans l'information, donc devenir formateur en ligne, vendre des produits d'information en ligne, ce que je fais aujourd'hui. Et pour moi, tu vois, c'est un peu une progression étape par étape. La plupart des freelances que je connais et qui sont lancés depuis 2 ou 3 ans, ils veulent au bout d'un moment avoir un side project et lancer l'entreprise en ligne, que ce soit de continuer dans le même domaine qu'ils font, sous format technologique ou sous format formateur ou coach ou autre. Et pour moi, c'est vraiment l'étape logique pour avoir plus de liberté. Et ouais, je pense que c'est ça que je voulais partager comme message aussi parce que faut vraiment voir ça une carrière en fait qu'on peut avoir d'indépendant nomade, remote, à distance et on contrôle tous les éléments qu'on veut par rapport à ça. Le principal, bah, c'est d'avoir un peu une idée de où est-ce qu'on veut aller, de se lancer, d'être dans l'action, de tester les choses, de savoir aussi quoi faire. Il y a des personnes qui sont passées par là qui peuvent vous aider et petit à petit suivre son chemin. Il y a des personnes qui restent employés remote toute leur vie, toute leur carrière, si ça leur correspond. D'autres qui ont envie de plus de liberté, qui deviennent freelance, d'autres qui deviennent entrepreneurs. Moi, ce que je vois, tu vois, il y a beaucoup de gens qui rêvent de devenir entrepreneur web, tu vois, de faire du e-commerce, dropshipping ou des choses comme ça. C'est génial, tu vois, et moi, j'ai fait ça aussi et ce que je fais aujourd'hui. Mais j'ai mon podcast qui s'appelle moi Freepreneur, qui a ce message-là aussi de faire passer que la plupart des entrepreneurs web qu'on connaît, qui sont connus, qui sont visibles en ligne, ou qui ont des business qui tournent, ils ont tous commencé par être freelance à la base. Et ils avaient tous des compétences qu'ils ont travaillé, des compétences qui leur ont permis de se démarquer dans l'entreprise plus tard, mais aussi d'apprendre en tant que freelance des compétences clés en tant qu'entrepreneur qui sont notamment de savoir trouver des clients, de savoir gérer des clients, de gérer de la comptabilité de base et tout ce qui va avec, tu vois. Et je sais que toi aussi, tu aides des personnes dans tous ces aspects-là pour définir leur projet et avancer. Pour moi, c'est vraiment étape par étape. Le plus important, c'est d'avoir une idée de là où on veut aller, de passer à l'action petit à petit et de savoir qu'il y a des personnes qui sont là, qui peuvent vous aider, qui l'ont déjà fait et qui vivent cette vie-là que vous voulez. Et ça, c'est un raccourci énorme. Au début, moi, j'essayais de tout faire tout seul, de tout découvrir. Et le jour où j'ai commencé à me faire accompagner par rapport à mon activité dans mon domaine d'expertise, bah là, j'ai directement vu des résultats, plus de clients, augmenter mes tarifs. Et je pense que toi, tu peux le voir aussi dans ton activité à Lime, des gens que tu accompagnes. Bah, de toute façon, après, c'est aujourd'hui, c'est ce que tu vends toi pour le freelancing et ce que je peux moi vendre aussi pour le freelancing, mais à moindre échelle et surtout dans la création de société. En Mhm. fait, c'est tu vends du temps. Moi, ce que je vends à mes clients, c'est je leur vends du temps, c'est je leur vends la possibilité de gagner du temps. Mhm. Éviter de faire deux trois conneries et Ouais. généralement, c'est les conneries, faut leur expliquer que nous, on les a faites pour eux déjà et on sait et on connaît les conséquences. C'est ça. Moi, tu vois, j'ai galéré. Si tu regardes, j'ai galéré pendant 5 ans, les soirs, les week-ends, à tout tester pour finalement me rendre compte que le freelancing, c'est ce qui marchait. Et paf, dès que j'ai réalisé ça, je suis parti, tu vois. Et donc, voilà, pour moi, un expert, c'est quelqu'un qui a fait toutes les erreurs dans son domaine d'activité. Donc, euh, donc c'est ça. Puis après, Mais ouais. c'est non, 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 mais comment dire? C'est exactement ça. C'est tu vas voir la personne, tu lui dis: «Bon alors très simple, tu vas faire ça comme connerie, ça, 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 ça. Par contre, je peux t'éviter de les faire». Ouais, ou alors des fois, les gens, il faut qu'ils fassent les conneries eux-mêmes, tu vois? J'ai découvert ça aussi et c'est OK, mais au moins tu peux les avertir et leur permettre de les faire rapidement, en fait. Les confronter à C'est ça ce que je disais vite, rapidement pour: «OK, tu as fait ta connerie, je t'avais dit, voilà, c'est comme ça que ça se passe, maintenant on passe au vrai truc», tu vois? c'est, heu, c'est ce que je disais à un pote il y a pas plus tard que 2 jours, on parlait pareil, on parlait business, je lui fais: «Écoute, je pars du principe qu'à un moment donné, une personne qui est décidée à faire une connerie, quoi que tu fasses, elle va la faire». Ouais, c'est ça. Je fais: «Quoi que tu fasses, elle va la faire». Je fais: «C'est pas un problème». Il faut juste que tu sois là au bon moment pour lui expliquer que, bah, en fait, il peut y avoir des conséquences quand même. Mmh. Ouais, bah, c'est Mais, ça, c'est pour mais moi, ouais, c'est non, non, le mais
Moi, j'ai Bien sûr. vraiment l'état d'esprit, même dans tout ce que je fais, j'ai l'état d'esprit très start-up, lean startup, parce que j'ai monté plein de projets justement et que je sais comment les différentes phases, je connais ça. Et pour moi, le but, c'est de se planter le plus rapidement possible, de faire le plus d'erreurs possible, de tester plein de choses en fait au début. Et souvent, beaucoup de gens ont tendance à partir dans une direction à fond, puis de retarder la confrontation au marché et donc le vrai feedback sur leur projet. Alors qu'en fait, plus tu fais ça tôt, plus tu gagnes de temps, que ça marche ou pas. Pour moi, c'est l'approche vraiment que je recommande et en freelance comme dans les projets. Tu vois, moi, c'est ce que j'ai fait avec ce projet que j'ai aujourd'hui. Ça a commencé, euh, ça a commencé quand je terminais ma startup de course à pied qui s'appelait Make It Run, où j'avais mon blog à la base sur le growth marketing, que quand j'ai commencé à voyager, j'ai commencé à écrire des articles de blog, c'était en anglais, sur le freelancing, le nomadisme. J'ai vu qu'il y avait un intérêt en anglais, et puis j'ai vu surtout à l'époque qu'en français, il n'y avait pas grand-chose de fait sur le sujet. Donc, tu vois, j'ai commencé par organiser un événement à Montréal sur le sujet en français pour voir, OK, est-ce que les gens s'inscrivent et payent? Oui, super. Ensuite, j'ai passé un mois, tu vois, à prendre des cafés avec plein de gens qui étaient plus ou moins proches du domaine pour voir s'il y avait des opportunités. Ensuite, créer du contenu. C'est là que j'ai créé ma chaîne YouTube, j'ai créé des articles de blog, j'ai créé mon groupe Facebook qui aujourd'hui a 5000 et quelques personnes. J'ai coaché des personnes one-on-one. Ensuite, j'ai fait un sondage à toute ma communauté que j'avais récupéré basé là-dessus pour savoir, OK, comment je peux vous aider plus en détail. J'ai choisi un sujet donc d'accompagnement, un format. J'ai ensuite pré-lancé ma formation Freemote, justement, pour me dire, OK, j'attends que des gens l'aient payé pour la créer. Et donc là, j'ai 8 personnes, bêta-testeurs, qui ont rejoint et qui ont payé pour joindre Freemote. Je l'ai co-créé avec eux, tu vois, et je l'ai fait évoluer au fur et à mesure, les formats, les coachings, etc. Donc pour moi, c'est vraiment ça, un des secrets enfin, de la réussite de ce que je fais à mon échelle, c'est ça. Et tout projet que je démarrais, même dans ma boîte, les projets que je démarre, c'est comme ça. On y va, on met quelque chose en place, on le confronte au marché, même si c'est pas parfait et tout ça. C'est là qu'on va pouvoir avoir le feedback, bon ou mauvais, et s'adapter. Voilà, c'était juste un petit message aussi pour les gens qui se lancent, qui créent des projets, peu importe le style. Hein, ça peut faire gagner pas mal de temps et avoir quelque chose qui correspond vraiment à notre client final et pas juste à notre idée de notre projet duquel on tombe un peu amoureux, quoi. Écoute, comment dire ça? En disant ça, tu as répondu à la prochaine question qui était: quel conseil donner à quelqu'un qui veut s'expatrier? Ouais, bah, expatriation, ouais, c'est pareil, tu vois? Pour moi, c'est même, tu vois, genre nomadisme ou freelancing, pour moi, il faut y aller, il faut avoir un plan et il faut le tester, tu vois? Freelancing, c'est pas forcément fait pour tout le monde. Tester de prendre une petite mission en tant que freelance, pour voir un peu comment ça se passe en relation client. Nomadisme aussi, tester si tu es employé et que tu veux des nomades, que ça t'intéresse, bah, pourquoi pas prendre une semaine de tes congés pour aller, je sais pas, je sais pas, au Portugal, en Espagne, quelque part qui est loin, où tu connais peut-être pas forcément grand monde, et travailler sur un projet pour voir, rencontrer des nomades, tu vois? C'est comme, moi j'aime bien l'image tu sais, la personne qui a toujours rêvé toute sa vie d'avoir une Ferrari et qui à 60 ans achète sa Ferrari, tu vois? Et autres. Et en fait, ça lui plaît pas. Tu te dis: «Beh, dude, tu aurais pu louer ta Ferrari une journée, 500 € il y a 30 ans et t'économiser pas mal d'emmerdes», tu vois? Pas me comment dire? C'est tu t'économises pas mal d'emmerdes et en fait, tu as moins une charge mentale avec un objectif qui au final même qui peut être louable, hein, Ouais. mais qui au final l'objectif n'est pas le tien. Ouais, puis c'est ça, puis si vraiment ça te motive et que c'est ça, bah, ça te redonne un coup de boost si c'est vraiment le truc que tu veux faire, tu vois? Mais de rester en contact avec le but final, puis ouais. Non mais et comment dire? Et le truc, ouais, c'est le confronter. C'est comme quand tu veux faire du saut en parachute, mais ne sachant pas si tu as le vertige ou pas. Ouais, bah, Pose-toi deux trois questions avant. ouais, ouais. Voilà, C'est voilà. ça. Parce que Et quand tu es comment dire? C'est quand tu es à 4000 mètres d'altitude et que tu vois du vide, là tu dis: «Ah bah finalement, j'aurais peut-être pu déjà faire l'économie du déplacement, l'économie l'économie du saut pour au final avoir fait un petit tour en avion, quoi». ouais, ouais, ouais. Non, c'est clair, c'est clair. Bah, en tout cas, le message, principal dans tous les contextes qu'on a donnés, c'est de faire, des petites actions au fur et à mesure dans la direction où vous voulez aller, quoi. Ça sert à rien d'attendre, de repousser votre projet et cetera. Faites une petite action, ça vous permettra de dire: «En fait, c'est pas ce que je veux faire», ou alors de vous conforter et d'avancer dans la bonne direction avec les bonnes infos. Eh ben écoute, c'est sur ces paroles qu'on va conclure. Je te remercie pour ton temps. Là, je sais qu'il y a un petit décalage. Il est quelle heure chez toi? 18-19. Ouais, je vois le soleil qui se couche là, il est 18 h, ouais.
Ouais, 18 heures. Bah, écoute, merci encore, merci pour ton temps, merci pour tes conseils. Moi, ce que je vais m'amuser à faire, c'est, comme d'habitude, c'est vous mettre toutes les informations en description du podcast. Il y a pas mal de choses, il y a ta formation, ton site, ton podcast, tes réseaux sociaux où tu es très réactif. Mmh. C'est comme ça que j'ai mis la main sur toi. Ah, tu bien joué Et d'ailleurs, non, mais écoute, ouais, non, mais comment dire? Là, on est à quoi? Ouais, on est à un peu plus quasiment à 18 mois de podcast, donc ouais, je commence à sortir un peu des clous, tu sais, envoyer des emails, des machins pour demander des interviews, donc Mmh. tu sais, des fois, tu sais, tu te rends compte que les mails, ils restaient 2 semaines dans les spams. Donc maintenant, c'est dès qu'il y a un truc qui me plaît, j'interpelle. C'est une manière Ouais, des bah, fois, de manière un peu violente. il faut, moi, Des tu sais, fois, j'ai ça j'ai passe, hein. aussi, j'ai aussi fait ça pas mal. J'ai organisé des événements de e-commerce à Montréal, puis j'avais des gros speakers à des marchés, tous les moyens sont bons, hein. Ah et puis ça marche et puis au pire, écoute, si ça passe pas, moi, il m'est arrivé notamment avec une personne, c'est j'avais fait ça, qui était pas intéressée par le podcast et qu'au final, j'ai recroisé. J'ai croisé dans un événement physique par hasard Mmh mh. et bah, tu discutes avec elle et ouais, là, comment dire? Là, ce qu'on est en train de discuter ensemble, c'est à quel moment elle va enregistrer, en fait. Ouais, bah, c'est ça. Tu vois, moi, Alors par qu'au exemple, alors qu'au départ sur mon podcast, j'ai interviewé, tu vois, Stan Leloup, Olivier Roland. Tu vois, Olivier Roland, par exemple, j'ai pas lâché. On s'est vu une première fois à Montréal, une deuxième fois, tu vois, à Lisbonne, où c'était juste avant son avion pour le podcast, tu vois. Donc, faut s'accrocher. Et puis, les gens qui sont à un certain niveau, ils apprécient aussi la persistance tant que c'est fait avec un peu de style, tu vois. écoute, tâchons de rester élégants, mais faisons le taf quand même. C'est ça. Passage à l'action. Écoute, exactement. Ambroise, je te remercie. Merci à Je toi, te Ali. dis à C'était très bientôt cool.